Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. À 2 semaines des élections américaines, sprint final entre Donald Trump et Kamala Harris. Les deux candidats sont au coude à coude et rien n'est encore joué. Quelle est la place de la Chine dans le discours des candidats? Comment cette élection peut-elle impacter les relations sino-américaines? Réponse ce soir avec M. Mohamed Benchkroun. Vous êtes professeur au Collège de Paris, spécialiste des questions chinoises justement. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci et le plaisir est partagé. Alors on est dans une élection où rien n'est encore joué, les intentions de vote en tout cas au coude à coude, les sondages également. Une fois c'est Kamala Harris qui est devant Trump, une fois c'est Donald Trump qui est en avance. Au niveau des swing states, toujours la même incertitude, on va dire, pour le moment. À la veille donc, de ces élections, on est à 14 jours exactement du 5 novembre prochain où on saura qui de Donald Trump ou Kamala Harris sera président des États-Unis. Comment définir aujourd'hui les relations entre la Chine et les États-Unis? À la veille des élections, les élections américaines, les élections de la plus grande puissance économique et militaire au monde, effectivement concernent et créent de l'intérêt de la part de l'ensemble des États, donc y compris la Chine, qui est un partenaire indélébile, important, tant économiquement que commercialement. La relation sino-américaine sous l'ère Biden a connu plusieurs phases. Il y a eu une phase de tension, surtout par rapport à des questions diverses, par rapport à la question de Taïwan, la question des Ouïghours, celle effectivement de TikTok, que l'administration américaine a exigé une acquisition totale de TikTok aux États-Unis. Ensuite, il y a eu effectivement une phase d'apaisement vers la fin du mandat à travers les visites en 2024, 2 visites en 1 an de Blinken, et qui se sont acheminées vers des accords, vers un apaisement des tensions. Donc c'est une relation à dents de scie et qui représente toute l'excitation des relations entre les deux grandes puissances économiques mondiales. Donc une relation, on va dire, imprévisible, de va-et-vient, une tension économique claire, une concurrence, on va dire, entre les deux puissances économiques. Quelle place occupe aujourd'hui la Chine dans le discours des deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump? Alors effectivement, comme on se rappelle, en 2020, Donald Trump avait effectivement poignardé médiatiquement et d'un point de vue de la communication la Chine en l'accusant comme le principal coupable de la perte d'emploi connue aux États-Unis, comme le principal acteur qui a désindustrialisé l'économie américaine. Et donc, Donald Trump vient avec un ton certes beaucoup plus apaisé que celle qu'on a observée en 2020, mais toujours avec une communication beaucoup plus frontale et qui évoque la Chine à plusieurs reprises comme effectivement un adversaire systémique. Par rapport à Kamala Harris, c'est une candidate qui est plus dans la retenue, avec une approche beaucoup plus réservée, en abordant les questions de manière, on va dire, beaucoup plus académique, et Trump d'une manière beaucoup plus frontale avec le show politique. Donc justement, oui. Vous le dites, une manière plus frontale de Donald Trump, en tout cas d'aborder cette question de la Chine. Donald Trump, qui mentionne souvent la Chine dans ses déclarations, qui a également parlé de nouveaux tarifs douaniers qu'il envisage d'imposer sur les importations en provenance des entreprises chinoises, sachant que les tarifs sont déjà assez importants aujourd'hui. Bien sûr. Commentaire. Alors, Donald Trump est le président américain qui a mis fin à cette belle relation sino-américaine qui était une relation tout à fait prospère économiquement, et c'est lui qui a installé le trade war. Et c'est lui qui a placé cette relation de façon conflictuelle. Vers la fin de son mandat, effectivement, il s'était orienté vers une volonté de trouver un accord et de mettre fin au trade war parce que cela impactait tant les deux économies, tant américaines que chinoises. Maintenant, comme on est... Mais aujourd'hui, Donald Trump essaie de protéger l'économie américaine face à la Chine. Il se prétend être le protecteur à travers effectivement le slogan « Make America Great Again », mais nous sommes à la veille des élections, donc il y a beaucoup
de stigmatisation. Sur la forme, on essaye d'accuser, on essaye de jouer le rôle du protecteur, mais je pense qu'une fois arrivé en tête et une fois accédé au pouvoir, les choses vont changer parce qu'il y a la réalité politique et la réalité politique induit à ce que la Chine est considérée aux yeux des États-Unis comme le premier fournisseur et le premier client pour l'économie américaine. Donc ce n'est pas aussi facile de mettre fin à une relation tant liée d'un point de vue commercial. On ne parle pas tellement de mettre fin à cette relation, mais justement, puisque vous abordez ce sujet, celui de l'après-élection, quels seraient les scénarios possibles si Donald Trump ou Kamala Harris est élu par rapport aux relations avec la Chine, sachant que je pense que les deux candidats adoptent en tout cas aujourd'hui la même ligne de conduite vis-à-vis de Pékin? Vous savez, l'élévation des tarifs douaniers est un levier d'intimidation politique. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise la prospérité commerciale et le marché américain pour régler des conflits et des contentieux d'ordre géopolitique. Donc, si le problème de Taïwan n'est pas résolu, si la question de la technologie et de l'infiltration sécuritaire n'est pas résolue, si la question des Ouïghours n'est pas résolue, effectivement, on utilisera le levier commercial comme effectivement un outil d'intimidation. Donc tout est lié. L'aspect politique est fortement dépendant de la prospérité commerciale entre les deux pays. Au niveau des scénarios, si Donald Trump ou Kamala Harris sont vainqueurs le 5 novembre prochain, en termes de relations avec la Chine, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Honnêtement, sur le fond, rien ne changera dans la politique de manière substantielle dans sa relation avec la Chine. Je pense que la Chine est considérée par l'establishment américain comme un adversaire systémique du moment où la Chine a décidé, sous l'ère de Xi Jinping, de changer son modèle économique et de placer son économie d'une manière beaucoup plus ambitieuse en élevant sa qualité industrielle et de cesser d'être le fournisseur et l'usine du monde sur la base du coût par la main-d'œuvre. Donc, dès lors que le modèle économique a changé, l'économie chinoise est devenue une économie rivale à celle des États-Unis. Et donc, il est normal que, peu importe le président qui sera élu, il est de l'intérêt américain de changer aussi la règle et la donne avec effectivement l'homologue chinois. Donc, sur le fond, rien ne changera, quelle que soit l'issue des urnes le 5 novembre. Et quelles conséquences, justement, à long terme de cette guerre commerciale entre les deux pays, entre Pékin et Washington? Alors, cette guerre commerciale, effectivement, est inquiétante à plusieurs mesures, parce qu'elle peut, effectivement, si elle touche effectivement la sécurité sociale et la stabilité sociale et économique tant de la Chine et des États-Unis, cela peut mener à d'autres types de conflits et pourquoi pas à un conflit armé d'un point de vue frontal, parce que dès lors que l'instabilité économique est touchée, parce que lorsque les deux géants décident de ne plus collaborer de manière pacifique, cela peut mener à des conséquences désastreuses. C'est pour ça que... Pour le coup, ça serait le pire scénario. Ça serait le pire scénario. Le scénario le plus... Le scénario le plus optimiste, et le plus optimiste, c'est que de trouver une terre de réconciliation, de nous acheminer vers un réajustement des équilibres économiques, parce qu'il faut rappeler que la Chine est excédentaire dans son rapport commercial avec les États-Unis. Les États-Unis perdent beaucoup dans son rapport avec la Chine, donc il faut rééquilibrer. Donc je pense que cela est tout à fait légitime aux yeux, effectivement, de l'establishment américain, mais maintenant, c'est à eux de trouver, effectivement, cet équilibrage afin d'éviter le pire. Rééquilibrer donc cette relation commerciale entre les deux pays. Vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. Il y a la compétition technologique, notamment l'intelligence artificielle, la 5G, les semi-conducteurs. Donc, vous le savez, la bataille est rude par rapport à cela. Comment cette compétition technologique entre les États-Unis et la Chine remodèle les relations économiques et géopolitiques mondiales aujourd'hui? Alors, la Chine se place en tête en termes de réalisation de brevets
en termes de quantité de brevets par rapport aux voisins américains. Donc la Chine a émis une hausse qualitative d'un point de vue technologique et d'un point de vue de son avancée industrielle. Joe Biden avait décidé d'élever à 100% les tarifs douaniers par rapport aux voitures électriques chinoises. Donc c'est devenu une véritable menace par rapport au devenir de l'industrie automobile américaine. Cette guerre technologique est une des façons de percevoir cette rivalité. Donc il y a cette rivalité qui est commerciale, il y a cette rivalité qui est technologique. Et donc c'est quelque chose, tant qu'elle est gérée d'une manière pacifique et saine, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Mais tant que ça se limite à l'aspect technologique et commercial, je pense que c'est bon. Maintenant, le souci, c'est l'escalade. C'est que cette coopération, cette complémentarité ou cet écosystème-là ne fonctionne plus et qu'on aille vers d'autres conséquences qui sont beaucoup plus désastreuses. Dans le cas où ces tarifs douaniers augmenteraient, en tout cas s'il y avait plus de produits qui étaient imposés aujourd'hui, et produits bien sûr en provenance de Chine, et quelles conséquences sur l'économie chinoise? Est-ce que ça protégera l'économie américaine? La croissance chinoise est à son ralentissement. Elle connaît maintenant des croissances entre 4 et 5%. L'augmentation des tarifs douaniers sont déjà élevés. Je ne pense pas qu'il y aurait une hausse encore plus supplémentaire. La Chine est déjà affectée depuis la guerre commerciale qui était initiée par Trump. La Chine essaye de trouver des alternatives au marché américain, essaie effectivement d'approfondir ses relations avec le continent africain, avec l'Amérique latine, avec l'Europe. Donc c'est une vraie problématique chinoise. La Chine a tout fait pour éviter cette escalade commerciale, mais comme je le rappelle, comme la Chine demeure vainqueur dans ce rapport commercial, elle est excédentaire à hauteur de plus de centaines de millions de dollars. Donc, il est normal que les États-Unis puissent se protéger, puissent s'acheminer vers un équilibrage. Et la Chine est affectée, est touchée, donc sa croissance est limitée à 5%, et essaie de trouver des alternatives, mais il est dur de trouver une substitution à un marché aussi gigantesque que celui des États-Unis. Pour conclure très rapidement, est-ce que ce découplage économique entre États-Unis et Chine est inévitable selon vous? Je ne pense pas qu'il y aurait un arrêt définitif. Je pense que les économies chinoises et américaines sont effectivement, donc il y a une complémentarité, il y a une interdépendance qui a été créée depuis le début des années 90, depuis l'ouverture de l'économie chinoise sous l'ère de Deng Xiaoping. Donc c'est difficile du jour au lendemain de mettre fin à une économie aussi imbriquée, aussi interdépendante, parce qu'effectivement la Chine doit beaucoup aux États-Unis dans sa révolution économique depuis le début des années 2000. Et donc je pense que cela n'est de l'intérêt ni des États-Unis ni de la Chine d'avoir un arrêt définitif, car cela créerait un tectonique et une catastrophe d'un point de vue économique mondial. Pour les deux pays également. Merci et aussi pour l'ensemble du monde. Merci à vous, Monsieur Mohamed Benchkron. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de Paris, spécialiste de la Chine. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.